Le sable, je vous le disais, à la fois si commun et si stratégique. Saviez-vous qu'il s'agit de la deuxième ressource la plus demandée après l'eau? La demande ne cesse de croître, si bien qu'il représente aujourd'hui 85% des activités extractives dans le monde. Elle dépasse celles en gaz et en pétrole. Les enjeux de l'extraction de sable ne sont pas seulement liés à la croissance démographique ou à l'urbanisation massive de nos sociétés. Le sable se retrouve aussi au centre des tensions géopolitiques et c'est ce que nous allons voir avec Julien Bueb, notre invité. Bonjour, vous êtes docteur en économie de l'environnement et vous venez de publier de la géopolitique du sable aux éditions Le Cavalier Bleu. Alors vous dites dans votre ouvrage que le sable n'est jamais directement à l'origine des conflits comme les hydrocarbures par exemple, mais il est un auxiliaire. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Bonjour, merci pour me recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on entend par auxiliaire? Un auxiliaire, c'est parce qu'il va servir à alimenter des conflits. Typiquement, je vais prendre l'exemple de la Chine qui est en train de poldériser pas mal d'îles en Chine méridionale. Le sable y est un adjuvant parce qu'il est l'élément essentiel pour construire des îles, pour fortifier des îles, pour construire des ports, des aéroports. Et en ce sens, en fait, il participe à la géopolitique en mer de Chine méridionale. Autre exemple, toujours en mer de Chine, dans son conflit vis-à-vis de Taïwan, la Chine extrait et drague du sable à proximité des îles qui sont proches de ses côtes, mais qui appartiennent à Taïwan, les îles Matsu et les îles Kinem. Draguer du sable, ça fait s'enfoncer des îles, donc gagner du territoire, mettre de la pression sur des populations peuvent moins accéder à des zones de pêche, par exemple. Alors le sable est devenu à ce point incontournable qu'il intéresse aussi les mafias. Comment agissent les organisations criminelles pour profiter de cette ressource? Alors, de plein de formes, hein, que ce soit, en fait, si vous prenez le monde, le planisphère, il va se consteller en fait de mafias du sable. Elles vont être très rudimentaires comme mafia, où vous allez avoir du plus de l'illicite que de l'illégal. Et en Inde, c'est le cas emblématique, en fait, là où il y a le plus de mafias organisées de sable, qui va être plus ou moins violente selon les États. Alors, comment ça s'organise exactement? C'est que ce sont des mafias généralement qui sont structurées autour de l'urbanisation et contrôler en amont une ressource qui devient tendue, où il y a des pressions. Forcément, ça fait augmenter le prix, augmenter la rente, donc ça intéresse de plus en plus les mafias. Alors le sable est presque partout, il entre dans la composition de nombreux objets du quotidien, hein. Il y en a dans les cosmétiques, dans le verre, dans les microprocesseurs, dans nos téléphones portables. Enfin, c'est insoupçonnable. C'est une ressource qui est échangeable. On peut acheter et vendre du sable. Et qui fixe son prix? Alors, ce qui fixe son prix, déjà, c'est son coût de transport, parce que le sable, en fait, il y en a à peu près partout dans le monde, même s'il devient rare, il y en a à peu près de partout, parce que on va l'exploiter au niveau local, parce que le sable n'est pas une substance comme du fer ou des terres rares, c'est un mélange de composés, en fait, de plus ou moins grosse taille. Dedans, on va différencier les fines, le sable, les granulats, etc., que moi j'appelle sous une désignation globale sable. Euh, et c'est ce sable en fait qui va servir à répondre à différents besoins. Il y a un sable qu'on va appeler sable industriel qui va servir généralement à des technologies de pointe, qui a des propriétés particulières dans ces granulats. Ce qui n'est pas le cas en fait du sable qu'on va utiliser pour du bâtiment ou pour du réamendement de plage comme on est en train de le voir directement à l'écran. Est-ce qu'il y a Voilà. de la spéculation autour du sable, hein? Alors, c'est ne pas organisé au niveau international. Comme je vous ai dit, c'est très segmenté, en fait, le commerce international du sable. Il y a des exceptions où on va, par exemple, les Émirats arabes unis, pour faire leurs plages irréelles, pleines de luxe, etc., qui ne conviennent pas du tout à un développement durable, elles vont l'importer en fait d'Australie, parce que le sable des déserts est impropre à la consommation, à l'utilisation pour bâtir tout un tas de choses. Et concernant en fait la problématique du marché du sable, il n'y en a pas exactement. Il y a des sous-marchés et ce sont des marchés locaux. Je prenais l'exemple de l'Inde tout à l'heure, qui a plein d'États. Ben, dans chaque État, voire dans chaque comté, il y a un prix qui peut être différent pour le sable. Alors, vous abordez également dans votre ouvrage les conséquences sur l'environnement de cette surexploitation du sable. Est-ce que le sable est une ressource qui peut s'épuiser? Bien localement, oui, ça peut s'épuiser. Maintenant, on peut toujours fabriquer du sable à partir de broyats de roches. Donc en fait, il ne sera jamais épuisable, le sable.
Maintenant, il faut plus d'énergie pour produire du sable quand on broie de la roche que si on met un coup de pelle dans une digue ou sur une plage pour récolter le sable. Donc, le sable ce n'est pas complètement épuisable. Par contre, c'est son coût d'extraction qui va varier selon les besoins. C'est plus facile et moins coûteux d'extraire du sable dans un lit de rivière que en pleine mer ou que faire du broyat de roche. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives au sable? Est-ce que c'est possible de Alors, il y en trouver a. d'autres matières? Alors déjà, le sable des déserts, on peut penser au sable des déserts que j'ai évoqué tout à l'heure. Le sable des déserts est assez impropre à la consommation et au remplacement dans l'urbanisation, dans le bâtimentaire, parce que c'est pas parce que c'est des grains de sable qui sont ronds et petits, c'est surtout parce qu'ils ont à peu près la même forme, la même taille. Et donc, dans le composé granulométrique qu'il faut pour construire un bâtiment ou se consolider une chaussée, ça ne marche pas. Donc, les alternatives au sable, il y en a. Il y a des travaux où on mélange différentes choses, notamment un peu de sable des déserts de temps en temps, mais il ne faut pas que ça rentre dans une composition majoritaire. On peut retrouver le scorie, les scories de différentes activités de métallurgie ou de sidérurgie. Et on essaye d'inventer d'autres procédés pour remplacer le sable dans la construction. Par exemple, le bâtiment en bois remplacerait une maison en béton, Merci beaucoup, typiquement. Julia Beb, d'avoir été notre invitée. Merci à vous.